Dans une série que je consacre au débat politique actuel en France, du fait des primaires et du fait des élections présidentielles, après avoir abordé la question de la conflictualité entre identité nationale et identité impériale, qui passe par la question de l'immigration, qui passe par la question de l'Europe, je voudrais aborder la question de l'emploi et du travail. C'est un grand thème brandi par beaucoup de candidats. Et on sait que M. Hollande avait mis en avant la remontée de l'emploi pour justifier ou pas qu'il se présentât à un nouveau mandat. Alors, je vais faire un peu la métaphysique de cette question de l'emploi, en parlant notamment, en évoquant en tout cas le cas de Benoît Hamon, de son revenu universel d'existence. Alors, je ne vais pas entrer dans la question de la praticabilité de ce projet, qui a fait l'objet de pas mal d'objections, mais la philosophie qui est sous-jacente à ce projet, et qui fait que M. Hamon écrit d'ailleurs, si je cite à peu près de mémoire, qu'il entend modifier le rapport que les Français ont avec le travail et avec le temps libre. Et j'ai une certaine sympathie pour cette présentation, cette formulation, qui, à mon avis, est tout à fait prophétique, on peut dire, en ce sens que l'idée du plein emploi est une gageure dépassée, du moins selon les termes habituels du mot emploi. L'emploi ne devant pas nécessairement être lié à la question de l'argent. Or, pour beaucoup de gens, si je travaille, c'est pour gagner de l'argent. Et si je gagne de l'argent sans travailler, eh bien je ne travaille pas. M. Hamon a voulu casser ce modèle. Il paraît que ça avait déjà été proposé par Thomas More dans son Utopia, il y a quelques siècles, à savoir qu'effectivement, on peut très bien avoir des rentes, si on peut dire, parce qu'après tout, le revenu universel, c'est une forme de rente, et avoir une activité professionnelle qui ne soit pas liée à une quelconque fiche de paye, et à une quelconque augmentation du pouvoir d'achat, etc. Et le problème du temps libre que pose aussi Hamon, c'est la même chose, effectivement. Ce temps libre qu'ont de toute façon et les enfants et les retraités, pour ne pas parler des rentiers, ce temps libre, il faut l'occuper, c'est le moment des loisirs, comme on disait, la situation des loisirs. Et il peut être tout à fait intéressant, ce temps libre. Il n'est pas forcément sans aucun intérêt économique, par exemple. On peut écrire, on peut composer, on peut peindre, on peut cultiver son jardin, on peut s'occuper de telle et telle association, on appelle le bénévolat, etc. etc. Donc, croire que les gens ne s'occupent que parce qu'ils sont payés, et qu'ils sont payés par le fait qu'ils s'occupent, et par rapport au travail qu'ils entreprennent en ce sens, ça me paraît contestable. Alors je voudrais revenir sur la question des rapports entre employeurs et employés. Et là, j'emploie une expression qui est celle
des contreparties. Nous vivons depuis plusieurs siècles dans un système de contreparties. Il est question de savoir si ça doit continuer ou si ces contreparties doivent changer de nature. Et c'est aussi cela que propose M. Hamon. C'est-à-dire, au lieu que les riches payent les pauvres, c'est comme ça qu'il s'agit, les possédants et les non-possédants. On avait élaboré un contrat social, un ancien contrat social qui voulait que les riches pouvaient se dessaisir une partie de leur richesse au profit des pauvres en échange de services qui seraient rendus aux riches. Et c'est toute la question de l'emploi. Et on en est encore dans la mentalité de beaucoup de gens dans ce cas de figure. Voilà. J'ai de l'argent parce que l'employeur me paye. Pour faire un travail, peu importe quel travail, hein. Le moment qu'il me paye, c'est ce qu'on appelle l'intégration par la fiche de paye. Pour parler comme M. Montebourg, par exemple, ou M. Mélenchon. Et le nouveau contrat social, qui pourrait être établi au XXIe siècle, et qui déjà est en œuvre depuis longtemps d'ailleurs, de toute façon, c'est de dire non, les riches doivent payer sans que ça leur donne le droit d'employer ou d'exploiter des gens. Ils doivent payer à l'État directement des sommes, c'est ce qu'on appelle les impôts. Et avec ces impôts, on va pouvoir faire vivre un certain nombre de personnes. C'est ce que M. Hamon appelle le revenu universel d'existence. Et donc ces gens-là vont recevoir des sommes, non pas en contrepartie de l'emploi qu'ils devront assurer auprès des riches, mais tout simplement, ça leur sera alloué par l'État-providence. Vous voyez le changement de rapport de force, qui à mon avis est extrêmement sain sur le plan économique, à partir de maintenant, à savoir que de toute façon, c'est bien ce qui va se passer. Parce que les riches n'auront plus besoin d'employés, puisqu'il y aura les machines de plus en plus. Et par conséquent, de toute façon, soit ils vont garder leur argent, puisqu'il n'y aura pas d'employés, soit il faudra bien leur prendre cet argent et le redistribuer autrement. Et donc finalement, on se retrouve dans le cas du plus ou moins, peu ou prou, du revenu universel d'existence. Ceux qui pensent, comme M. Montebourg, que l'emploi n'est pas menacé et que de toute façon c'est la seule solution, et que pour s'intégrer, il faut travailler et que l'argent que l'on va gagner est un signe d'intégration, etc., etc. Tout ça, c'est du passé. En tout cas, c'est en train de passer. Il faut encourager au contraire l'équipement robotique de la France, autant que possible, sans avoir d'arrière-pensée en disant « Ah oui, mais s'il y a des machines, les gens ne pourront pas être employés. » Si on commence à penser comme ça, c'est pas possible. Et d'un autre côté, il faut laisser l'énergie créatrice des Français, sous-tendue par un certain revenu d'office, et croire que cette énergie va alimenter précisément l'économie française. Donc le contrepartie n'est plus la même qu'avant. On n'est plus avec des employés qui font ce qu'on leur dit, mais on a des employeurs qui seront quelque part fécondés par la créativité
de gens qui vont faire leurs expériences ponctuellement, ou de groupes qui vont travailler selon telle et telle règle ou telle et telle méthode. Tout ça, ça va créer un foisonnement d'initiatives, un foisonnement d'expériences qui, finalement, sera profitable à la société et la rendra particulièrement compétitive. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle de croissance, par exemple, il ne faut pas oublier que c'est la créativité des produits, dans tous les domaines, culturels, industriels ou autres, qui fait la force d'une économie. Donc par conséquent, on va passer à un autre contrat social dont je viens de dresser les grands traits. Et je rappellerai, pour terminer, que nous sommes dans une démarche statistique. Il ne s'agit pas de croire que tous les gens qui vont recevoir ce revenu seront des génies et vont contribuer. Mais sur le nombre, il y aura certainement une quantité intéressante et importante de gens qui vont apporter quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est l'important. De la même façon que le nombre, quelque chose de respectable, s'il y a des élections, c'est bien parce qu'il y a, on croit au nombre, il y a un rapport entre quantité et qualité, parce que le nombre permet quelque part de faire apparaître des polarités. C'est comme un aimant, quand toutes sortes de choses vont dans le même sens, il y a quelque chose qui fait qu'il y a là un pôle, une polarité importante. Et c'est pour ça qu'il y a des élections. Donc, la culture démocratique, parlementaire, électorale est totalement compatible avec l'idée d'une population qui ne vaut pas uniquement individu par individu, mais qui vaut collectivement. Et de la même façon, on ne sait pas qui va apporter quelque chose parmi tous ces gens qui recevront ce revenu, mais on sait que statistiquement, il y aura des résultats intéressants, même s'il n'y a que quelques 5% des gens qui auront reçu ce revenu qui font des choses remarquables, ce sera déjà énorme. Voilà ce que j'appelle un changement de contrat social et un changement de contrepartie, et il serait bon que la gauche le comprenne, et je félicite Benoît Hamon de l'avoir compris, et j'espère qu'il sera présent au moins au second tour des primaires de gauche ce dimanche.